Alors Yanis Varoufakis, depuis ce référendum et depuis votre démission forcée, c'est comme ça qu'on la présente, que s'est-il passé pour la Grèce? Our Great Depression is continuing. Notre grande dépression se poursuit. Some things seem extremely complicated. Certaines choses ont l'air extrêmement compliquées, mais elles ne le sont pas. L'État grec est tombé en faillite en 2010. L'Europe n'était pas préparée à l'accepter. Le gouvernement grec n'était pas non plus préparé à l'accepter. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est comme si on ne pouvait pas rembourser son crédit immobilier pour votre maison, un prêt. Et quand on vous donne une carte de crédit pour en retirer de l'argent, pour payer ce crédit immobilier, un enfant de 8 ans vous dira que ça ne peut pas bien se terminer, particulièrement étant donné que les mesures d'austérité qui ont été attachées à ces crédits garantissaient la diminution du revenu national. Et donc, c'est comme avoir une carte de crédit pour payer le crédit immobilier, à condition que vous réduisiez vos revenus. Donc c'est de la folie. Alors, la raison pour laquelle c'est produit, bien évidemment, c'est parce que les fonds qui ont été remis au gouvernement grec et sont restés dans les banques allemandes et françaises. C'était ça. Plan cynique pour transférer des banques privées, des pertes privées, sur la Grèce, pertes privées françaises, allemandes, etc. Et donc nous avons été électionnés, en tout cas moi j'ai été élu avec une simple promesse. J'ai dit que je n'allais pas demander à un autre pays, ni un autre euro des Européens, à moins que nous trouvions le moyen de stabiliser notre économie grecque pour ne pas continuer à étendre la crise en prétendant qu'on l'a résolu. Nous sommes tombés d'accord là-dessus avec Alexis Tsipras, mon Premier ministre. Nous étions d'accord. Nous sommes allés voir le Dr Schäuble, Michel Sapin, M. Hollande, Frau Merkel, et nous leur avons dit, nous n'allons pas vous dicter ce que vous devriez faire avec le programme d'économie grecque. Mais ce qu'on arrive accompagné d'eux, c'est un esprit ouvert et la détermination de nous mettre autour de la table avec vous pour rebooter, pour relancer ce programme. Ce programme que vous nous avez imposé depuis 5 ans, c'est le plus grand échec de l'histoire humaine. Nous avons perdu un tiers de notre revenu national. Et donc, moi, j'étais ministre de la Finance qui refusait de signer la phrase qui nous attribue un autre crédit parce que je ne voulais pas prendre à nouveau votre argent, sauf si je pouvais garantir que nous pourrions le rembourser. Et donc ça, c'est devenu tout à fait irritable pour les gens qui voulaient nous donner de l'argent pour qu'on le rembourse et pour prétendre que le problème s'était dissipé. Et c'était les ministres des Finances qui décidaient de tout cela. Donc ils savaient très bien qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui n'allait pas leur rendre service en prenant l'argent. Et donc, le jour du référendum, lorsque 62% de nos Grecs très courageux m'ont donné le mandat de continuer à dire non, eh bien, le Premier ministre, cette nuit, m'a dit « Yanis, c'est le moment de te rendre ». Et je dis non, c'est le moment d'utiliser ces 62% pour honorer cette promesse. Évidemment, comme quand le Premier ministre et le ministre des Finances sont en désaccord, soit vous faites ce que veut le Premier ministre ou vous démissionnez. Et comme je n'ai pas commencé la politique pour entrer dans un gouvernement, j'ai commencé à faire de la politique pour essayer de changer les choses, eh bien j'ai démissionné. Alors justement, quand on lit votre livre aujourd'hui, Yanis Varoufakis, un livre que vous aviez commencé à écrire d'ailleurs avant d'être nommé ministre des Finances, on comprend que d'après vous, il y a eu autrefois un système qui était plus vertueux. C'était le système qui a été mis en place par les Américains après la guerre. Il était plus vertueux d'abord parce qu'il a encouragé l'union des pays européens, vous l'expliquez, mais également parce qu'à l'époque, la plus grosse, les plus forts du monde, la plus grosse économie, l'économie américaine, recyclait ses excédents chez les plus faibles, dans les pays européens et notamment l'Allemagne. C'est parce que les Américains ont obligé les créanciers de l'Allemagne, la France, l'Angleterre, la Suisse, la Grèce, à abolir, à oublier, à alléger de 70% la dette allemande que l'Allemagne a réussi à se relever. À l'époque, c'était vertueux. Yes, well, ce système auquel
Vous faites référence au système de Bretton Woods, a été établi à la conférence de Bretton Woods en 1944 avec tous les représentants français, grecs, etc. Tous sauf les Allemands, évidemment, parce que nous étions encore en guerre avec eux. Et cela a signalé l'âge d'or du capitalisme. 20 ans. Plus ou moins 20 ans d'inflation très faible, de chômage très faible, des inégalités qui se réduisaient, et les conditions de la stabilité et de la croissance, et le rêve de la prospérité partagée qui a permis à l'Union européenne de survenir. Eh bien, ce système était basé sur l'idée que les banques devaient simplement prendre votre épargne pour les prêter aux entreprises et rien d'autre. Par ailleurs, nous aurions des taux de change fixes qui ne pouvaient être que maintenus si le surplus des pays en surplus, en excédent, et ce sont des grands pays, est attribué aux pays déficitaires. Et bien évidemment, c'était le cas des États-Unis. Le plan Marshall est l'un des exemples parmi d'autres de la façon dont les États-Unis, étant hégémoniques et de façon très autoritaire, comprenaient que pour maintenir leur hégémonie et leur surplus, il fallait prendre une partie de ce surplus pour le recycler au Japon, en Allemagne, en France, etc. Le problème était le suivant. Ce système a cessé d'être soutenable vers le milieu des années 60. Pourquoi? Parce que l'Amérique a perdu ses excédents. L'Allemagne, le Japon, ensuite la Chine sont devenus des pays en excédent et donc le système s'est effondré le 15 août 1971. Depuis, l'Europe a essayé de remplacer ce système, la monnaie commune que les Américains avaient créée. En 1971, les Américains, en réalité, nous ont sortis, nous ont virés de la zone dollar. Et depuis, nous avons essayé de créer l'Europe. Et nous l'avons construite en fonction de l'étalon or avant Bretton Woods, qui s'est effondré en 1929. Et donc voilà, on a commis une erreur. On a commis une erreur parce que nous n'avons pas tiré la leçon de l'histoire. Si l'on vous comprend bien, toujours en lisant votre livre, Yanis Varoufakis, au fond, aujourd'hui, l'Allemagne refuse de faire pour la Grèce ce que l'Amérique a fait autrefois pour l'Allemagne dans l'ancien système. Eh oui. Pas même pour la France. Pas même pour et la même France. pour la France. Oui. La France est un pays en déficit. Et le problème principal que nous avons en Europe, ce n'est pas la Grèce. Peu importe la Grèce, en fait. Imaginez si en Amérique, l'État du Delaware menaçait la stabilité des États-Unis. Cela signifierait simplement qu'il y a un problème aux États-Unis, pas avec le Delaware. La Grèce, c'est un pays trop petit pour importer. Le fait que c'est un pays qui a de l'importance reflète simplement les incongruités, les déséquilibres, la mauvaise structure de l'eurozone, de l'eurozone européenne. Le problème principal en Europe, c'est la France et l'Allemagne. Depuis que Jacques Delors, en 1983, a fait un virage sur lui-même et a décidé de rattacher le franc au Deutschmark pour ses propres raisons politiques, eh bien, je pense que la France est devenue insoutenable à long terme en tant qu'économie capable de produire ou de maintenir le rêve de la prospérité partagée. Si l'on vous suit, Yanis Varoufakis, on ne comprend pas d'où vient cet aveuglement aujourd'hui de l'Allemagne et par ailleurs de l'Europe, qui reste la première puissance économique du monde et qui, au fond, d'après ce que vous dites, refuse de recycler ses excédents, comme le faisait autrefois l'Amérique, et menace la stabilité du monde. J'ai une petite idée de l'origine de tout ça. L'Allemagne, après la Deuxième Guerre mondiale, a subi un traumatisme psychologique essentiel. La plupart des Allemands ne veulent pas être hégémoniques. Ce sont des gens qui veulent être l'atelier de l'Europe. Ils veulent faire de bons gadgets, de bonnes voitures, de bons équipements, des hélices pour les bateaux chinois. Et ils veulent être excellents à cela. Ils veulent être jugés en fonction, sur la base de la qualité de leurs produits, de leur exportation, etc. L'ennui, c'est que lorsque vous acquérez la position d'un producteur d'excédent majeur à l'intérieur d'une économie et d'une zone monétaire, vous devez devenir hégémonique. Parce que votre surplus, votre excédent, s'il n'est pas recyclé de façon rationnelle, devient
À ce moment-là, si vous voulez, un tourbillon dans lequel les pays périphériques tombent et ensuite vous êtes attiré également. L'Allemagne, à l'heure actuelle, est une économie qui a beaucoup de succès, des excédents gigantesques, le budget est presque équilibré, d'énormes usines, mais pourtant, à l'heure actuelle, son infrastructure s'effondre. L'investissement y est le plus bas depuis 1945, privé et public, alors que les taux d'intérêt sont négatifs. Il suffit de dire cela pour réaliser que l'économie européenne que nous avons créée ensemble est en tellement mauvais état que même les producteurs d'excellents les plus puissants sont en grande difficulté. En fait, l'Allemagne scie la branche sur laquelle elle est assise. Oui, si vous voulez. En effet, si vous continuez de vous considérer comme un atelier, alors que vous êtes quelqu'un de beaucoup plus important que cela, eh bien, évidemment, pour l'essentiel, vous devenez aveugle à votre responsabilité, qui est d'être aidé et pour être hégémonique. Il y a une grande différence entre le fait d'être hégémonique et autoritaire. Dr Schäuble est extrêmement autoritaire, j'en sais quelque chose, mais il ne veut pas être hégémonique. Peut-être le veut-il, mais le reste de l'élite allemande ne veut pas mener l'Europe. Ça, c'est une grande difficulté. Est-ce qu'on n'aurait jamais pensé qu'on aurait un problème en Europe parce que l'Allemagne ne veut pas mener l'Europe? C'est impossible. Alors, je me tourne vers Alain Badiou. Vous aussi, si j'ai bien lu votre livre, Alain Badiou, vous nous expliquez que depuis, au fond, les années 80, à la suite de la fin du système de Bretton Woods, dont parlait Yanis Varoufakis, le capitalisme est devenu absolument hégémonique sur toute la planète. C'est-à-dire, il n'y a plus aucune limite. Et pour vous, c'est ça le problème qui se pose dans le monde actuel. Le fait qu'il n'y ait plus de limite, qu'il n'y ait plus de zone réservée qui échappe au capitalisme et qu'il n'y ait plus non plus de résistance au capitalisme. C'est-à-dire, ce que je pense, c'est que le capitalisme s'est réellement mondialisé. Ce qui était une prédiction de Marx lui-même, qui pensait que la structure même du marché capitaliste était d'être, à la fin des fins, un marché mondial. Ça s'est réalisé, à vrai dire, sur l'arrière-plan d'une défaite fondamentale qui était celle de l'autre hypothèse, à savoir l'hypothèse incarnée par les États socialistes qui ont constitué tout de même pendant un demi-siècle à peu près une sorte de limite, de barrière, et surtout qui ont constitué l'idée qu'il y avait une autre hypothèse. Alors, la défaite de ce point de vue-là, ce qu'on appelait le camp socialiste, a non seulement été une défaite objective, au fond, la victoire, en fin de compte, du camp occidental dans ce qui a été la guerre froide, mais ça a été aussi, c'est peut-être plus important, une victoire subjective, parce que ça a réalisé, dans la totalité des esprits, la conviction qu'au fond, le système occidental, qui mélange une hégémonie de l'organisation capitaliste qui n'est plus contestée à proprement parler par personne, en tout cas par aucun processus réel, qui mélange ça avec, au fond, la conception que ce système peut se faire de la démocratie, à savoir les libertés individuelles, l'émancipation des mœurs, etc., etc., que cette configuration-là était la figure, en quelque sorte, définitive de l'histoire actuelle. Et c'est dans ce cadre-là que tout ce qui se passe aujourd'hui se situe, y compris les avatars de la politique européenne, qui n'est en réalité qu'une composante, qu'un fragment de ce mouvement général, fragment qui, de surcroît, ne me paraît pas avoir fait preuve d'une grande indépendance par rapport à un système qu'on pourrait dire occidental en général et qui maintient sur quantité de questions essentielles l'hégémonie des États-Unis, y compris leur hégémonie diplomatique et politique et militaire sur l'ensemble du dispositif. Alors ce que je pense de ce point de vue-là, c'est que la leçon à en tirer ne me paraît pas pouvoir être, nous en rediscuterons, ne paraît pas pouvoir être une espèce de recyclage démocratique de la construction européenne, mais parce que le problème est beaucoup plus important. Le problème est de savoir si on va continuer à travailler mentalement et politiquement à l'intérieur d'un monde considéré comme unique, en un certain sens, et unifié par quoi? Unifié par une allégeance universelle au mode d'organisation, de production et de répartition capitaliste, mode qui, cependant, à échelle du monde, provoque des inégalités proprement monstrueuses, des inégalités qui sont sans précédent dans l'histoire. Quelques dizaines de gens aujourd'hui possèdent l'équivalent de 3 milliards d'autres.
on a des chiffres de cet ordre, validés de cet ordre. Et je pense que, de ce point de vue, la réponse à ce défi est une réponse qui suppose la reconstruction par tous les moyens, expérience politique locale incluse, naturellement, mais aussi un grand effort théorique et idéologique pour passer tout simplement de la conviction qu'il y a une seule hypothèse à la conviction que peut-être il y en a quand même une autre. Voilà. Et alors, je comprendrais l'initiative de Yanis Varoufakis si, pour autant qu'elle s'intègre dans cette vision des choses. Si elle ne s'intègre pas, elle me paraît condamnée d'avance parce que, d'une certaine façon, elle s'affrontera à une totalité beaucoup plus vaste qui vit en réalité dans la conviction qu'elle est inébranlable. Avant de redonner la parole à Yanis Varoufakis pour finir sur votre vision, à vous, Alain Badiou, des problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, vous dites que c'est le capitalisme qui provoque l'affaiblissement des États aujourd'hui. Ça a été toujours son être propre. Déjà, Marx soutenait, et nous en avons l'illustration, alors là, la plus patente tous les jours, que les gouvernements étaient les fondés de pouvoir du capital. C'était son expression. Ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. On peut même admirer Marx de l'avoir dit dans les années 1840, quand on sait ce que c'est devenu aujourd'hui, y compris naturellement les partis de gauche, les socialismes variés, etc., etc., se comportent en effet au pied du mur, comme n'ayant rien d'autre à faire qu'à obtempérer à l'organisation et au déploiement de l'organisation capitaliste. Donc, en réalité, le système des violences, des guerres locales, des difficultés de l'humiliation délibérée du peuple grec par les institutions européennes, tout ça sont des péripéties de la même scène, du même monde, dans lequel, en fait, on fait savoir à tout un chacun qu'il n'y a qu'une seule règle, il n'y a qu'une seule loi, et que par conséquent, il est requis pour les peuples, les gouvernements, les organisations, quelles qu'elles soient, de s'insérer à l'intérieur de cette disposition. Voilà. Et ça crée, évidemment, quantité de malheur et quantité de déception aussi. De nouvelles pratiques impérialistes aussi, dites-vous. Autrefois, l'impérialisme, ça consistait à coloniser ses voisins. Aujourd'hui, ça consiste à dépecer des États comme l'Irak, comme la Libye, comme l'ex-Yougoslavie, dites-vous. Absolument. Le pillage international n'est plus organisé comme il l'était autrefois par une espèce de partage du monde entre les puissances impériales, comme la conférence de Berlin en 1885, où on découpait l'Afrique en morceaux, et puis il y avait les morceaux anglais, les morceaux allemands, les morceaux français, etc. En réalité, aujourd'hui, il y a une compétition ouverte du pillage des régions ouvertes, et d'une certaine manière, on préfère souvent se rapporter à des bandes armées anarchisantes dans un pays dévasté qu'avoir l'affaire à un État qui peut-être peut réclamer sa part. Hein. De ce point de vue-là, la méthode générale de l'impérialisme contemporain, c'est un mélange d'expéditions militaires et de corruption qui n'a pas besoin, à proprement parler, de la stabilité coloniale ancienne, de l'administration directe, etc. Et cela entraîne, évidemment, dans des zones entières de la planète, une sorte de dévastation anarchique où des bandes armées circulent dans un sens ou dans un autre, des interventions militaires extrêmement anarchiques elles-mêmes des puissances occidentales, qui font des dégâts considérables, et dans ce monde dévasté, une sorte d'errance des populations qui cherchent désespérément à gagner ce qu'on leur présente d'ailleurs tous les jours comme étant finalement le paradis sur Terre, à savoir le monde occidental. Le monde occidental, donc soit on y adhère et on a envie de lui ressembler, soit on a envie de prendre sa revanche contre lui. Et c'est comme ça que vous avez expliqué les fascismes contemporains, à savoir le fascisme qui s'appuie sur une religion, ce sont les tueurs de Daesh, qui sont pour vous de jeunes fascistes, ou Aube dorée, en Grèce, c'est un fascisme qui, lui, s'appuie sur une identité. Y compris le petit fascisme pétainiste que nous avons localement, incarné par le Front National. Mais, vous voyez, ce que je pense, c'est que, effectivement, la description est celle-là. La description est celle-là, c'est-à-dire à échelle du monde, l'hégémonie occidentale dans sa forme contemporaine, qui est en réalité l'hégémonie des régions dans lesquelles se constitue le centre financier et productif de l'économie capitaliste, cette hégémonie fascine les populations. Il y a, je crois, à l'échelle du monde, une passion que j'appellerais le désir d'Occident. Le désir d'Occident, c'est le désir d'aller là, d'être là, d'imiter aussi cette partie du monde apparemment protégée, stabilisée, avec des
des comportements démocratiques, des libertés nouvelles, etc. Et si ce désir d'Occident est frustré, et il l'est évidemment pour des milliards de gens, y compris dont certains habitent ici même, s'ils voient qu'ils ne trouvent pas, même en travaillant beaucoup, une place convenable dans cet Occident fantasmé, alors ils peuvent basculer évidemment dans une espèce de haine, d'amertume, qui sera structurée par les groupes intéressés à les structurer, ce qui peut donner évidemment des comportements meurtriers et sauvages. Mais en réalité, ça, on aurait donc d'un côté, c'est ce qu'on nous fait croire tous les jours, un bon Occident, les valeurs de la France, les valeurs de la démocratie, les valeurs républicaines, etc. Et puis de l'autre, des choses extrêmement féroces et méchantes, qui sont justement ces bandes fascistes recyclées dans la religion, dans l'islam ou dans... Et ce qui manque, c'est la troisième hypothèse. Je reviens à mon début. Ce qui manque, ce qu'on constate, c'est que n'existe pas à cette échelle, de façon crédible, une hypothèse qui ne serait ni l'un ni l'autre, mais qui serait tout simplement le renouement avec la conviction qu'il est possible de construire un monde qui ne soit pas sous la loi de la concentration des capitaux et des inégalités monstrueuses créées par le capitalisme. Et alors, moi, je propose à ce propos de recycler le vieux mot de communisme, auquel il est arrivé beaucoup de malheur, qui a été traîné dans un ruisseau bourbeux historiquement, parce que tout simplement il a nommé pendant 2 siècles maintenant cette idée qu'un autre monde est effectivement possible à échelle d'ensemble. Alors justement, c'est là, je crois que vous différez principalement sur le capitalisme, qui vous paraît pas, Yanis Varoufakis, fondamentalement mauvais, et surtout j'ai l'impression que la période dont nous parlions tout à l'heure, cette période où il était plus vertueux, Alain Badiou pense que c'est parce que simplement à ce moment-là, il y avait la peur du communisme qui était là et qui faisait que les Américains recyclaient leurs excédents chez les pays pauvres, semblaient moins égoïstes qu'aujourd'hui les puissances. La stratégie américaine, et d'ailleurs je crois que l'analyse que en fait Varoufakis est très, très fine, très documentée, très incontestable, c'était quand même fondamentalement une logique de guerre froide. L'Europe, c'était d'abord et avant tout le front continental face à ce qui était le rival fondamental, qui était quand même l'État soviétique. À la fin de la guerre, c'était comme ça. Et un des points, mais je ne veux pas insister là-dessus pour le moment, mais un des points qui me paraît faible dans l'idée de recycler démocratiquement cette Europe, c'est que cette Europe est en réalité l'Europe de la guerre froide. Et c'est une Europe fallacieuse. Qu'est-ce que c'est qu'une Europe qui ne contient pas la Russie, qui est même anti-russe par nature, et qui par ailleurs incorpore des régimes fascisants comme le régime polonais actuel ou le régime hongrois? C'est une Europe qui, historiquement même, n'est pas véritablement défendable parce que son époque est passée. Son époque, c'est d'avoir été abondamment constituée par les États-Unis comme un premier rempart à l'expansion du communisme. Voilà. Enfin, alors donc là, sauver le capitalisme et sauver l'Europe, vous n'avez pas l'air d'accord. Je ne suis pas en désaccord avec tout ce que j'ai entendu. Peut-être nous sommes en désaccord sur la transition qui mènera vers un monde meilleur. Ma grande crainte, d'abord je dois vous remercier de m'avoir mis sur le même plateau que M. Badiou, qui est quelqu'un qui m'a inspiré, qui m'inspire depuis des décennies, comme beaucoup d'entre nous. Et donc, je ne serai jamais en désaccord avec lui, jamais. Bon, cela dit, regardez, mon inquiétude en tant qu'économiste, c'est que nous tendons à oublier l'exceptionnalisme européen. L'Europe, c'est une forme de capitalisme très spéciale, très problématique, beaucoup plus que le capitalisme américain, le capitalisme chinois ou indien. Réfléchissez-y. Nous avons créé 2 guerres mondiales en raison de crise du capitalisme dans ce continent. Et donc, lorsque le capitalisme mondial vit un spasme, eh bien, en Europe, nous avons une crise. Et je vois des signes de quelque chose de semblable qui va se produire maintenant. Regardez la façon dont se désintègre l'Union européenne. À mesure regardez, quand la crise a commencé à Wall Street, les États-Unis ne sont pas désintégrés. Ils ont eu des difficultés, d'accord, mais ils ne sont pas sortis hors de contrôle. L'Europe est incontrôlable maintenant. Nous avons une crise européenne qui
s'approfondit avec de nouvelles frontières qui s'installent entre l'Autriche et l'Allemagne. C'est incroyable. Nous avons des barrières électrifiées en Grèce. Les nations se retournent les unes contre les autres. Les nations se retournent sur elles-mêmes, exactement comme dans les années 30. Et donc, ma grande inquiétude, c'est la suivante. D'abord, d'accord. On est d'accord pour dire que le capitalisme est un processus qui génère de la contradiction, toxique, qui générait d'énormes profits, d'énormes fortunes et d'immenses pauvretés en même temps, simultanément. Et donc, l'analyse de M. Badiou est absolument correcte. Mais, ce qu'on fait maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On se réveille le matin, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas pouvoir remplacer le capitalisme demain. La gauche a échoué dans sa tentative de créer une organisation sociale, une production alternative. Mais ce que nous pouvons faire, c'est empêcher la désintégration particulière de l'Europe. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous devons le faire? Eh bien, imaginez que l'Europe s'effondre, que l'euro s'effondre demain. Tout le monde, personne n'est aussi critique que moi de l'euro. Je ne suis pas un grand supporter de l'eurozone. Alors si nous devions nous effondrer, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, le long du Rhin, il y aurait une grande ligne de fracture. La France et l'Allemagne se sépareraient. Peut-être qu'on aurait une union latine, avec le franc français encore, peut-être, partagé par l'Italie, l'Espagne, le Portugal, peut-être la Grèce, qui sait. Et puis une zone Deutschmark. Ils l'appelleront peut-être quelque chose d'autre, à l'est du Rhin et au nord des Alpes. Cette zone germanique, cette zone du Deutschmark, va passer par une période de déflation, des prix qui s'effondrent, qui fera augmenter le chômage. Mais financièrement, tout cela sera stable parce que cette zone recevra un flux de capitaux du reste du monde à mesure que le marque monte. La France, les pays latins, l'Union latine, de son côté, va être un cloaque d'inflation à mesure que sa monnaie se dévalue et à mesure que le chômage augmente. L'Europe va devenir un trou noir pour l'économie mondiale. Et qui va en tirer profit de tout cela? Cela ne va pas être ceux qui suivent, M. Badiou, ceux qui me suivent, ou les démocrates, ça va être mon ami Emmanuel. Ça ne va pas être Emmanuel Macron, pardon, ça ne va pas être Hollande, ça va être les forces politiques les plus brutales, les plus vulgaires qui sont déjà présentes en Pologne, l'Aube dorée, Le Pen, qui tirent déjà profit, comme on peut le voir, dès le début de la crise. C'est pour cela que nous devons stabiliser l'Europe, non pas parce que nous pouvons civiliser le capitalisme. Je ne pense pas qu'on puisse civiliser le capitalisme, je suis d'accord avec M. Badiou. Mais nous devons stabiliser tout cela. Et comment faire? Par exemple, comme vous l'avez si bien dit, pour créer un espace dans lequel nous pouvons mener des expériences, et pas l'expérience du fascisme, mais l'expérience de meilleures façons d'organiser la vie. Je vais vous donner un exemple très bref, si je peux me le permettre. Mario Draghi et sa Banque centrale européenne, eh bien, tous les mois, imprime 80 milliards d'euros. C'est pour ça que l'eurozone est encore en vie. C'est pour ça qu'on a toujours l'euro. Sinon, l'euro se serait évanoui. L'Espagne aurait quitté la zone euro, la France, l'Italie. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces 80 milliards? La Banque centrale l'utilise pour faire l'acquisition de dette, d'une dette qui est privée et publique, la dette des banques. Les banques ramassent cet argent et l'espoir sera qu'ils en fassent des prêts d'investissement. Mais personne ne veut investir parce que personne ne s'attend à avoir une demande en augmentation. Donc les entreprises, les corporations utilisent cet argent pour racheter leurs propres actions et non pas pour l'investir. C'est pour cela qu'on chute. Demain matin, imaginons quelque chose qu'on pourrait faire sans changer le capitalisme. La Banque d'investissement européenne faisant ce que Roosevelt a fait en 1933, en lançant un New Deal vert, un investissement considérable sur l'énergie verte, les start-up, les sociétés, les compagnies qui font de la recherche-développement et investissent dans de bonnes choses, soutenables, le développement soutenable.
utilisant ces fonds pour le pomper dans ces sociétés. Et la Banque Centrale Européenne peut faire beaucoup de choses dans la matière. C'est quelque chose qui ressemblerait à ce qu'a fait Roosevelt en 1933. Cela stabiliserait les choses. Et la stabilisation en Europe, c'est le premier pas vers la démocratie. La démocratie, ce n'est pas quelque chose qu'on peut essayer d'ajouter au sommet de l'Europe. Ça va être une démocratie structurelle. Ça nous donnera l'avenir, l'espoir d'un avenir meilleur.